Voilà, donc premier webinaire sur la préparation des fichiers de production pour l'impression numérique grand format. On va voir aujourd'hui un petit peu comment on travaille, comment on peut travailler sur ces problématiques-là. Alors, premier point, Pixeltech, donc qui on est. Donc Pixeltech est un intégrateur pré-presse et grand format numérique depuis plus de 20 ans. On distribue des matériels d'impression numérique, donc imprimante Epson, Canon, découpe Suma, laminateur Cala, coupeuse Photoba et tout ce qui est traitement textile Schulze. Et également, ce qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, tout ce qui est logiciel pré-presse et d'automatisation. Donc tout ça, euh, on commence par tout ce qui est RIP, hein, donc notamment les RIP Caldera, tout ce qui est flux pré-presse, donc Nfocus Switch, Pitstop, Calas PDF Toolbox, LPCal Claro, qui sont des outils de traitement d'images, d'automatisation et de traitement PDF. Le web-to-print avec Precero et tout ce qui est épreuvage et normalisation colorimétrique avec les outils GMG. Pour ma part, donc moi je m'appelle Cédric Synthès, je suis chef de projet flux, donc je m'occupe de toute cette partie-là, flux pré-presse, web-to-print chez Pixeltech. Alors on admet les personnes au fur et à mesure, il y a pas mal de personnes, nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Pour les personnes qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la fenêtre de discussion de Zoom. Alors, les 4 étapes du traitement, donc du traitement des fichiers. Premièrement, c'est la partie contrôlée. Donc, une des problématiques, vous recevez certainement tous des PDF de vos clients. Donc, la première problématique, c'est de pouvoir contrôler ce fichier-là, vérifier est-ce que le format est bon, est-ce que les polices sont bien présentes, les images, etc. Et bien entendu, pouvoir corriger les erreurs éventuelles qui ont été constatées. Une autre étape qui est importante, c'est ce qu'on appelle la préparation du fichier de production. Alors, ce qu'on entend par fichier de production, c'est ajouter les éléments nécessaires à la production de votre fichier. Donc, dans le grand format, ça va être par exemple l'ajout des marques d'œillet, ça va être l'ajout de fonds perdus, l'ajout de tracés de découpe, qui sont censés évidemment être réalisés en amont, mais dans la pratique, dans la plupart des cas, le fichier est envoyé par le client tel quel. Et donc, vous avez cette étape-là nécessaire de préparation du fichier de production. Et donc, on a un certain nombre d'outils pour ça, pour vous aider justement à simplifier la préparation du fichier de production. Et une quatrième étape également qui est assez fréquente dans le traitement de fichiers de production dans l'impression grand format, c'est la génération du BAT, la validation du BAT auprès du client. C'est le BAT, c'est généralement un fichier qui est mis en page dans une sorte de template, de gabarit, et ce BAT, on va présenter au client les informations de la commande, qu'est-ce qu'il a commandé, le nombre d'exemplaires, le support, etc., les finitions, et également présenter le visuel de ce qui va être imprimé. Donc éventuellement les œillets, éventuellement les fourreaux, et une représentation en fait du fichier et du format fini. Alors on a fait un petit sondage sur LinkedIn, et puis de toute façon ça corrobore un peu avec ce qu'on fait déjà, ce qu'on sait déjà, c'est que aujourd'hui l'outil le plus utilisé pour faire ça, concrètement par les clients, c'est Adobe Illustrator. Par choix ou par facilité d'utilisation. L'outil utilisé pour contrôler les fichiers, corriger, préparer le fichier de production et même générer le BAT, c'est Adobe Illustrator, dans les faits. Malheureusement, Adobe Illustrator n'est pas le bon outil pour ouvrir les PDF. Il n'a pas été développé pour ça. C'est un outil de création vectorielle qui est utilisé par les graphistes lors du processus de création. Et ça, c'est très important. On le verra par la suite. Je vous montrerai des exemples de fichiers qui posent problème à cause d'Illustrator et parce qu'on utilise Illustrator. Et il faut bien savoir que Adobe Illustrator n'est pas fait
pour ouvrir du PDF. C'est pas conçu pour ça. Et donc, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont liées à ça. On le verra évidemment. Il faut savoir qu'il existe des outils spécifiques pour visualiser, contrôler et corriger les fichiers PDF. D'accord. Donc, il y a des outils que vous connaissez certainement, comme par exemple Acrobat, hein, tout simplement Acrobat Pro. Dans Acrobat Pro, vous avez tout un tas d'outils à votre disposition pour visualiser évidemment les PDF, pour les ouvrir, pour les contrôler. Il y a toute une partie de contrôle en amont dans Acrobat qui permet de traiter les fichiers et également des correctifs possibles. Vous avez un autre outil qui s'appelle Enfocus Speedstop, qui est un outil, qui est un plugin d'Acrobat. Ce plugin d'Acrobat vous permet de vérifier le fichier, de le contrôler, de corriger et même d'éditer, de pouvoir apporter des modifications de texte, déplacer des objets, changer des couleurs, etc. Donc, qui est assez puissant, qui est un outil qu'on distribue également et qui permet justement de travailler directement sur le PDF sans pour autant l'importer dans un logiciel de création. Et puis Calas PDF Toolbox, qui est un outil qu'on va beaucoup voir aujourd'hui et qui permet justement de contrôler les fichiers, de les corriger à toutes les étapes qu'on a indiquées. Ok. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On verra tout ça de façon assez concrète. La présentation est très succincte. On va très vite passer à du concret. Alors, premier point et deuxième qui va ensemble, contrôler le fichier PDF du client et corriger les erreurs éventuelles. J'ai mis dans le même slide. Et tout ça va concerner évidemment les polices, les images, les espaces de couleurs, les transparences, les surimpressions, le format évidemment. Et donc tous ces points-là, c'est des choses qu'on va devoir contrôler, vérifier, et on a besoin pour ça d'un outil dédié. Alors, j'ai pris quelques exemples de fichiers et je pense que vous allez retrouver des cas qui font votre quotidien, hein. C'est un peu le retour qu'on a des clients qu'on forme sur ces outils-là. C'est que ces erreurs-là, c'est les erreurs les plus courantes qu'on peut constater. Alors, premier point, c'est les problèmes de police. Un cas assez courant. Donc là, j'ai un exemple de fichier donc, qui est intéressant parce que euh, quand j'ouvre ce fichier-là dans Acrobat, j'ai aucun souci visuel, j'ai pas d'avertissement particulier, je vois bien mes deux textes qui sont composés avec deux polices différentes. Euh, Si j'imprime ce fichier-là, aucun souci de la même façon, hein, les deux polices s'impriment bien, pas de souci particulier. Cependant, si je fais ce qu'on fait habituellement dans l'impression grand format, c'est-à-dire je dois vérifier ce fichier-là, donc je prends mon PDF et je l'ouvre dans Illustrator. Là, pour le coup, j'ai un message qui m'indique attention, le document utilise des polices qui ne sont pas disponibles. Donc j'ai un problème de police sur ce fichier-là. Le réflexe que j'ai à ce moment-là, c'est d'appeler le client, de dire bah, écoutez, le fichier que vous m'avez envoyé, la police n'est pas embarquée, donc il faut m'envoyer la police. Ou autre réflexe, je vais chercher sur un site de police, je vais essayer de télécharger la police qui correspond et l'installer sur mon poste pour avoir une substitution. Le problème de ça, c'est que, si on reprend le fichier en PDF, il n'y a aucun problème de police. Donc, dire au client la police n'est pas embarquée, c'est pas vrai. Et deux, si vous faites si vous téléchargez une police, vous avez aucune assurance que ça soit la même. Parce que la police Rosewood en question, il y en a peut-être 10 ou 15 sur les différents sites, et peut-être qu'elles ne sont pas toutes exactement identiques. Donc c'est un vrai risque et vous avez ce problème-là. Alors si on lit un petit peu ici ce que met comme message Illustrator, il indique que le document utilise des polices qui ne sont pas disponibles sur votre ordinateur. Il ne dit pas que le fichier ne contient pas la police. Il dit que la police n'est pas disponible sur votre ordinateur. Tout à l'heure, dans la présentation, j'ai indiqué que Illustrator était un outil créatif.
Donc c'est un outil de création et à ce titre, il est soumis en fait au droit créatif. C'est-à-dire qu'en gros, heu, ce message-là correspond enfin, correspond au fait que vous n'avez pas la police sur votre ordinateur, donc vous ne l'avez pas acheté, donc vous n'avez pas le droit de l'utiliser. En fait, c'est qu'une question de droit. En réalité, la police existe bien dans le PDF, elle est bien embarquée dans le PDF, il n'y a aucun souci, mais vous n'avez pas le droit parce que vous ne l'avez pas acheté. Donc la problématique de ça, justement, c'est d'avoir la police sur son système. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là et ce qu'on doit faire dans ces cas-là, la seule solution, et vous la connaissez probablement, c'est de vectoriser cette police-là. Alors, il y a tout un tas de méthodes que j'ai pu voir au fur et à mesure de mes contacts avec des clients. Je vais aplatir les transparents, ça va vectoriser, on va en faire une image. Il y a tout un tas de processus et de possibilités. Mais évidemment, quand on a un outil dédié à ça, c'est très simple. On va dans Calas, on a un outil de contrôle des fichiers qui va en plus éventuellement me mettre quand il y a des erreurs. Et puis derrière, je vais euh, analyser le fichier, le corriger. Je vais ranger ça sur le bureau. Et donc, première étape, une des premières étapes qu'on a mis en place sur la normalisation des fichiers, c'est la vectorisation des polices. Et donc, une fois que la police est vectorisée, si toutefois j'ai toujours besoin d'Illustrator pour appliquer mon traitement, bah, j'ai toujours la possibilité de le faire, puisque maintenant la police est vectorisée. Alors, si j'ouvre le fichier, voilà, donc je prends mon fichier corrigé, je l'ouvre cette fois dans Illustrator. Les polices sont automatiquement transformées en contours, donc j'ai plus de problématique de réinterprétation. Cependant, il faut bien savoir que ça devient du vecteur, donc je ne peux plus changer le texte, hein, évidemment. Ça devient du vecteur. Mais en tout cas, je peux ouvrir mon fichier, je peux éventuellement l'ouvrir dans Illustrator si j'ai vraiment besoin de le faire. En tout cas, la police n'est plus réinterprétée. Alors, deuxième problématique. Hop. Problématique certainement assez courante également pour vous, les problèmes d'image. Donc même problème, ici on a un fichier PDF, je l'ouvre dans Acrobat, j'ai une image, aucun souci. Si je prends ce fichier-là et je l'ouvre dans Illustrator, hop, on va l'ouvrir là, il me met un message qui ne trouve pas l'image en question. Et donc, je suis obligé de faire ignorer. Et donc, je me retrouve avec un fichier, le fichier PDF qui a été ouvert par Illustrator, mais dans lequel il ne retrouve pas l'image en question. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont assez courantes quand on utilise Illustrator. Et donc, c'est encore une fois causé par le fait que Illustrator n'est pas fait pour ça. Et en réalité, quand on importe une image dans Illustrator, on a un bouton ici qui s'appelle Incorporer. Par défaut, ce que fait Illustrator, quand on glisse une image sur un visuel, c'est qu'il va faire un lien vers le fichier en question. C'est-à-dire que vous avez votre image qui est vue sur votre bureau, par exemple, il va faire un lien vers le bureau. Et quand le PDF généré, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, ben, il se trouve que il attend d'avoir l'image au même endroit, hein. Et forcément, bah, vous n'avez pas l'image au même endroit que votre client. Donc du coup, dans ce cas-là, vous êtes embêté, vous n'avez pas le fichier. Et pourtant, encore une fois, le problème est ici, et que en PDF, on n'a aucun souci. D'accord. En PDF, le fichier affiche bien l'image. Si on imprime ce fichier-là, l'image s'imprime correctement, et c'est toujours une problématique d'ouverture dans Illustrator. Alors là, c'est un peu moins simple à expliquer qu'avec le problème des polices. C'est que quand vous enregistrez en fait un fichier dans Illustrator, quand vous enregistrez un PDF dans Illustrator, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Donc, quand vous enregistrez un PDF depuis Illustrator, vous avez une fonctionnalité, quand vous êtes souvent, quasiment tous, en Illustrator par défaut, vous avez une fonction ici qui s'appelle conserver les fonctions d'édition d'Illustrator.
Cette fonction-là, en fait, elle va enregistrer un AI, un fichier AI, à l'intérieur du PDF. Donc vous allez avoir d'un côté le PDF, donc qui va être enregistré, et dans ce PDF-là va être incorporé un AI. Cet AI, ce fichier Illustrator natif, va contenir tout ce qui concerne Illustrator. Ça veut dire qu'on aura ici le nuancier, on aura les calques, les plans de travail, toutes les informations qui sont liées à Illustrator et qui ne sont pas de l'ordre du PDF. Et notamment l'incorporation de l'image. D'accord. Ce qui fait que, en réalité, si je prends ce fichier-là avec mon voilier dessus, mon PDF avec mon voilier, en réalité, à l'intérieur de ce fichier-là, j'ai deux fichiers. J'ai le PDF, quand je double-clique dessus, je l'ouvre dans Acrobat, j'ouvre le PDF. Par contre, quand je le glisse et que je l'ouvre dans Illustrator, c'est pas le PDF que je vais ouvrir, mais comme Illustrator voit un AI à l'intérieur, il va ouvrir le AI à l'intérieur. Sauf que le AI, l'image n'est pas incorporée. D'accord. Alors, une solution évidemment pour ça, même chose que tout à l'heure, vous avez dans les profils de Calas la possibilité déjà de détecter qu'on a un fichier Illustrator embarqué, donc si on fait uniquement l'analyse, mais également de corriger, c'est-à-dire de supprimer le fichier avec, enfin de supprimer le fichier Illustrator embarqué. Donc une des étapes de correction va être de supprimer le fichier Illustrator embarqué. Donc ça va permettre notamment de forcer Illustrator à ne pas ouvrir le AI à l'intérieur du PDF, mais d'ouvrir uniquement le PDF. D'accord. Donc je prends mon fichier, je l'ouvre dans Illustrator, voilà, et cette fois l'image est bien, elle apparaît bien dans Illustrator. D'accord. Donc on a supprimé le fichier AI embarqué dans le PDF afin de faire en sorte que Illustrator n'ouvre pas par défaut le AI embarqué. Il va ouvrir uniquement le fichier PDF. Alors, petite expérience qu'on va faire en live pour démontrer ce que je viens de dire, parce que vous n'avez pour l'instant qu'à me croire, mais ça ne suffit pas. On va le démontrer. Je vais créer un PDF tout simple, hein. Je vais prendre hop, un fichier, je vais mettre un rond, hop, je vais le mettre en orange. Je fais un graphiste dans la main, évidemment. Hop, tac, et voilà. Donc, j'ai créé un PDF. Voilà, on va pas s'embêter. Enregistrer sous. Je le mets sur le bureau. On va l'appeler test. On va le mettre en PDF. D'accord. Ce PDF, je vais le laisser en Illustrator par défaut, donc pour vous montrer la problématique justement de cette option-là. Donc je le laisse en Illustrator par défaut, aucun réglage particulier. Voilà, mon fichier PDF est enregistré. Donc si on suit ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mon fichier ici PDF contient en réalité deux fichiers, un PDF d'un côté, un Illustrator de l'autre. Petite action qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le PDF dans Calas. Dans Calas, on va faire une modification visible. On voit bien la différence. On va le passer en noir et blanc, par exemple. Voilà. Donc, je vais enregistrer mon fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler test noir et blanc. Voilà. Donc là, j'ai bien mon fichier en noir et blanc. Je regarde sur mon bureau, il est bien en noir et blanc. Si je l'ouvre dans Acrobat, il est bien en noir et blanc. Et cette fois, je vais l'ouvrir dans Illustrator. Et il est en couleur. Pourquoi? Parce que en réalité, quand j'ai fait la transformation en noir et blanc, j'ai fait la transformation en noir et blanc uniquement sur le PDF, pas sur le AI à l'intérieur du PDF. Donc résultat des courses, il y a un PDF noir et blanc, un AI qui est toujours en couleur. On ouvre ça dans Illustrator, il voit le AI, il ouvre le AI. D'accord. Donc ça
c'est vraiment très dangereux. Assez peu de personnes sont au courant de ça, mais c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'avec un fichier, on va potentiellement l'ouvrir de 2 façons. Donc c'est assez dangereux. Donc les conseils qu'on peut donner par rapport à ça, première chose, c'est déjà au plus possible, quand vous faites enregistrer sous, bah, d'éviter, évidemment, d'avoir hop, d'avoir cette option cochée. Donc il faut bien penser à décocher cette option-là, juste pour avoir les réglages. Donc bien penser à décocher cette option-là. D'accord. Et ça se confirme parce que quand vous utilisez des normes PDF, donc les PDFX, qui sont des normes spécifiques du PDF pour l'impression, quand on choisit une norme PDFX notamment, on voit que cette option est automatiquement décochée. Et elle est même grisée, on ne peut même pas choisir de la cocher. Donc c'est très important de, au plus possible, éviter cette fonction-là. D'accord. Voilà. Autre solution, quand vous n'avez pas accès au natif et que c'est pas vous qui l'avez créé, bah, évidemment, de la même façon, bah, il faut aller avoir un outil pour ça, donc notamment Calas. Donc Calas va permettre de supprimer ce fichier Illustrator embarqué. Donc là, je réenregistre mon fichier noir et blanc pour, il doit être ouvert quelque part. Il est ouvert là, pardon. Tac. Ok, on va refaire. Donc on va enregistrer le fichier noir et blanc. Voilà. Donc là, il a bien supprimé le fichier Illustrator embarqué. Et ça va permettre de forcer Illustrator à ouvrir le PDF et non pas le fichier AI à l'intérieur. Donc là, si je l'ouvre dans Illustrator, cette fois-ci, le fichier ouvert par Illustrator est bien le PDF et non pas le AI embarqué. D'accord. Donc ça, c'est des points qui sont très importants et qui expliquent un certain nombre d'erreurs que vous avez déjà dû rencontrer avec les fichiers PDF. Autre cas de figure, j'ai parlé tout à l'heure dans la présentation de tout ce qui est surimpression et transparence. Donc ça, la surimpression, la transparence sont des éléments qui sont assez importants à comprendre, à maîtriser dans le domaine de la préparation des fichiers et de l'analyse des fichiers. Alors, la surimpression notamment, bon, tout ce qui est transparence, c'est assez maîtrisé par tout le monde. Pour la surimpression, c'est parfois un petit peu plus compliqué à comprendre et on va assez vite le comprendre. Alors, je vais faire un exemple. Hop, je prends du jaune. Je fais un autre rectangle ancien. Voilà. Et la surimpression des objets se fait grâce à la fonction option d'objet qui est ici. Et la surimpression d'un objet dépend de l'objet du dessous. En fait, la surimpression, ça permet de mélanger les deux encres. C'est-à-dire que si j'applique une surimpression sur l'objet ici cyan, l'encre cyan va venir se mélanger avec l'encre jaune du dessous. Donc quand je coche sur surimpression, toute cette partie-là va être mélangée avec celle du dessous. Malheureusement, encore une fois, là dans Illustrator, que je coche ou que je décoche, j'ai l'impression de n'avoir aucune différence. En réalité, il y en a une énorme, mais on ne la voit que si on coche cet élément-là. Ici, dans l'affichage, on a aperçu de la surimpression qui par défaut est décochée. Et si je coche cette option-là, aperçu de la surimpression, donc le logiciel va me montrer le résultat de la surimpression. À ce moment-là, oui, quand je applique ou pas la surimpression, je vois la différence. D'accord. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'on peut très bien par des copier-coller d'objets, par l'application d'un champ, avoir une modification dans le résultat visuel qui sera imprimé sans s'en rendre compte dans Illustrator. Mais ça, c'est uniquement sur le processus créatif. Cependant, on a très souvent des erreurs de ce type-là à cause de cette fameuse surimpression, et notamment pour des fichiers de ce type-là. Donc là, typiquement, c'est un fichier client.
C'est un visuel qui devait être imprimé et découpé pour une porte. Et donc, on a un visuel, un logo, du texte en blanc, très bien. Quand j'ouvre ce fichier-là dans Calas, on voit qu'il y a une partie manquante. Donc le logo ici, si je remets l'affichage qu'on a ici, voilà, on voit que le logo disparaît. Alors ce logo disparaît parce qu'en réalité, dans Calas, on a un affichage de la surimpression. Et il se trouve que ce logo qui est en blanc, donc en 0% de cyan, 0% de mage, 0% de jaune, 0% de noir, donc ça veut dire 0% sur les 4 couleurs, donc pas d'encre, se mélange parce qu'il est en surimpression avec la couleur du dessous. Si on met rien avec du bleu, ça fait du bleu. D'accord. Donc tous les objets blancs en surimpression vont disparaître. La problématique, bon, que ça soit le cas, évidemment, dans Calas, on a des outils, quand on lance l'analyse, évidemment, il va me dire attention, j'ai des objets blancs en surimpression. Donc ça, ok, on a un outil pour vérifier et mettre en évidence qu'il y a cette erreur-là. La problématique qui se pose, c'est que le client ou même vous l'avez ouvert dans Acrobat et que dans Acrobat, on ne voit pas cette problématique-là. Et encore une fois, c'est une question de préférence, c'est-à-dire que quand vous allez dans les préférences d'Acrobat, que ça soit pour Acrobat Reader ou Acrobat Pro, vous avez exactement la même chose. Dans la catégorie affichage, ici, vous avez utilisé l'aperçu de la surimpression. Et par défaut, c'est coché uniquement pour les fichiers PDFX. Ça veut dire que si votre fichier n'est pas un PDFX, il n'affichera pas la surimpression. Donc le résultat visuel que vous avez là ne prend pas en compte la surimpression. D'accord. Donc forcément, derrière, bah, le fichier, la visualisation du fichier n'est pas la même que ce qui sera imprimé. Hein, évidemment, l'aperçu de la surimpression est imprimée. Hein, donc les paramètres de surimpression sont très importants pour l'impression. Si dans votre Acrobat, vous mettez toujours, c'est-à-dire j'affiche toujours, je souhaite afficher toujours la surimpression, là vous allez voir le fichier tel qu'il sera imprimé. Et effectivement, le logo disparaît. Voilà. Donc, tout ça, c'est la partie vérification. Évidemment, là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est de demander, quand on a des surimpressions, de voir avec son client si, je vais me remettre en par défaut, de voir avec son client ce qu'il souhaitait. Évidemment, si l'objet blanc en surimpression, il ne le souhaitait pas, bah, à ce moment-là, le fichier est correct. Et vous avez évidemment dans Calas des outils pour forcer la défonce des objets blancs, donc de supprimer la surimpression sur les objets blancs. Donc vous avez un outil pour ça. Et donc ça permet de corriger le fichier et d'obtenir ici le fichier tel qu'il souhaitait être. Alors j'ai une question, après ces traitements, les objets sont-ils encore indépendants? Alors je suppose que ça, on parle toujours on parle des traitements de tout à l'heure sur la partie vectorisation des polices et suppression du fichier Illustrator. Oui, les objets sont toujours indépendants, mais c'est les objets PDF. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir des pertes, notamment sur les calques. En fait, il faut savoir que quand vous avez un illustrator qui contient des calques avec des calques qui sont nommés, regroupés, etc., il y a uniquement les calques de premier niveau qui sont recopiés dans le PDF. Donc effectivement, si on perd l'information Illustrator, on perd toutes les informations de calque qui sont en dessous du premier niveau. Mais voilà, c'est le but du PDF, c'est l'impression. Hein. Si vous avez besoin de travailler sur le fichier, sur le visuel du fichier, restez en AI. C'est beaucoup plus simple de rester en AI jusqu'au processus d'impression où là on transforme en PDF et l'idée c'est de plus y toucher ou le moins possible en tout cas.
Mais effectivement, oui, les objets restent indépendants. C'est pas un aplatissement, hein. Le fait de supprimer le fichier Illustrator embarqué, ça rend pas le fichier en vecteur, en image. C'est pas une transformation en image, c'est uniquement d'enlever le AI embarqué. Donc voilà. Donc là, on a des outils donc pour gérer la surimpression. Autre exemple sur la surimpression. Donc même principe que tout à l'heure, hein, un visuel. On a ici, là c'est un ton direct en surimpression, donc on a ici un ton direct qui va être en surimpression, donc il est mélangé avec la couleur du dessous, d'accord. Euh, Quand on va imprimer, on aura ce rendu-là, sauf que eh ben, quand on l'ouvre dans Acrobat, selon les préférences qu'on a, mais si on a les préférences par défaut, on a ce rendu-là. Donc la problématique, c'est que le client, il souhaitait ça, mais en impression, il aura ça. Et donc ça, j'imagine que c'est des choses que vous avez assez fréquemment. Donc attention, soit vous avez un outil type Calas et donc vous pouvez, en tout cas, il va vous mettre en évidence en vous disant attention, j'ai un ton direct en surimpression, il y a probablement quelque chose euh, qui va poser problème derrière. Soit pensez bien dans vos logiciels, notamment Acrobat, pour vous et pour vos clients, hein, leur dire bien attention, mettez-vous bien ici en toujours. D'accord. Ou bien créer des PDFX. Ça marche aussi. Si le logiciel voit que c'est un PDFX, il va afficher la surimpression correctement. Donc c'est encore un argument aussi pour utiliser les normes PDFX pour l'enregistrement des PDF. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne effectivement les surimpressions. On a parlé aussi tout à l'heure de problématiques de format. Très spécifiquement par rapport au grand format, on a dans les PDF plusieurs formats, hein. Quand on regarde un fichier, là c'est une affiche, elle a été faite dans un certain format, donc c'est un 4 par 3, hein, une 4 par 3 tout simplement, sauf qu'elle n'a pas été générée en 4 par 3. Dans ce cas-là, on a la possibilité de visualiser déjà les différents formats. Donc on voit que dans un PDF, on peut avoir jusqu'à 5 formats différents, donc en fonction de la zone de rognage, la zone graphique, zone de fond perdu, zone de support, etc. Et là, on voit que la zone de rognage, qui est la zone symbolisée en vert ici, qui est la plus importante, qui est le format fini, est en 400 par 300 millimètres. D'accord. Donc là, en réalité, le fichier est au dixième. Okay. Donc ça veut dire qu'il va falloir penser pour tous les traitements, il va falloir réfléchir à dire bon, bah, puisqu'il est au dixième et que je dois ajouter du fond perdu, il va falloir que je fasse mon calcul. Pareil pour si je veux ajouter des œillets. Même chose au niveau de l'impression derrière, il va falloir que je réfléchisse à bon, il faut bien penser à le multiplier par 10, etc. Dans Calas, on a créé donc une bibliothèque dédiée au grand format. Et dans cette bibliothèque-là, plutôt que de parler de format avec des échelles, on va parler d'homothétie, c'est-à-dire qu'on va vérifier si un fichier est homothétique ou pas par rapport à une valeur. Et en plus, une fois qu'on a validé que le document est homothétique, si le document est proportionnel, à ce moment-là, on va le mettre au format 1. L'avantage de ça, c'est de travailler tout au format 1. Alors, hop, donc là j'ai mon correctif d'homothétie. Donc je vais pouvoir indiquer ici le format de la commande. Donc là, le client veut en millimètres, donc un 4 par 3. Je peux lui indiquer également une tolérance. Donc là, on a mis 1 millimètre, mais on pourrait mettre 1 centimètre, c'est-à-dire que s'il détecte même 1 centimètre d'écart, il va quand même faire le traitement, donc mettre le fichier au format. Bon, là, on va laisser 1 millimètre. Le format va être contrôlé, vérifié. S'il est homothétique, à ce moment-là, il va mettre le fichier à l'échelle. Et donc, on se retrouve maintenant avec un fichier qui est au bon format. D'accord. On a dans les traitements, évidemment, la possibilité juste de contrôler le format. Et donc, ça permet de dire si un fichier est homothétique ou pas selon le format de la commande. Là, c'est un format 1 dixième, donc c'est assez facile à calculer. Quand c'est des formats 1 cinquième, 1 septième, 1 tiers, etc., là, c'est parfois un peu plus complexe.
hein. L'autre intérêt de travailler au format, c'est que derrière tout ce qui est contrôle, que ça soit sur les images, sur les résolutions, tout ce qu'on peut faire avec Calas, va être fait à partir du format 1, hein, du format d'impression. OK? Voilà. Donc ça, c'est la partie contrôle de format. Donc ça fait partie des traitements qu'on fait très, très rapidement. Dernier point sur la partie contrôle et correction, on en a vu quand même pas mal déjà, c'est la partie donc purement Calas, dans lequel on va pouvoir définir les différentes erreurs détectées sur un fichier. En fait, dans Calas, ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez un profil. Ce profil-là contient, je vais vous montrer rapidement, un certain nombre d'erreurs, d'avertissements qui ont été configurés et donc qui vont permettre de vérifier le fichier, de mettre en évidence s'il détecte des objets en RVB, si on a des images inférieures à 100 dpi, si on a des tons directs, si on a des surimpressions. On va définir en fait tout un tas de vérifications. À côté de ça, on va aussi pouvoir appliquer tout un tas de correctifs, donc vectoriser les polices, supprimer le fichier Illustrator embarqué, aplatir les calques, convertir tout en CMJN. Voilà, tous ces correctifs-là vont être faits de façon systématique. Et donc, ça va permettre, premièrement, d'analyser le fichier. Donc, il va me lister les différentes erreurs détectées. Ça me permet de dire, bah, tiens, il y a des images inférieures à 100 dpi et il met en évidence l'endroit où se situent les erreurs. On le voit ici en bas, hein. Donc, tout ça, c'est des images qui, une fois que le fichier est mis à l'échelle, sont inférieures à 100 dpi. De cette analyse, je peux générer un rapport de contrôle que je vais mettre sur le bureau. Et donc, ce rapport de contrôle, c'est un PDF qui résume les différentes erreurs détectées. Donc, ça permet éventuellement de dire à votre client, le fichier a été contrôlé, voici les erreurs qu'il a trouvées, et vous allez pouvoir le transmettre au client. S'il veut bien se générer. Allô, qu'est-ce qu'il fait? OK. Ah, bon, problème de génération du rapport. Ça devrait arriver. Ah, effet démo. C'est classique. Il faudrait que ça arrive. Bon, tant pis. Ah ben voilà. Donc voilà, donc il va générer le rapport de contrôle et permettre ainsi, comme je disais, d'avoir le rendu du fichier, les erreurs détectées, etc. Ok, donc ça c'est la partie vérification. On a aussi donc la correction. Donc quand on fait analyser et corriger, le fichier va être corrigé, police vectorisée, aplatissement des calques, suppression du fichier Illustrator embarqué, etc. Donc ça vous permet de préparer un fichier, même si derrière vous avez besoin de l'ouvrir dans Illustrator pour X raisons, ben vous pourrez, parce que les polices ont été vectorisées, le fichier Illustrator embarqué a été supprimé, etc. Donc vous évitez les erreurs qu'on a vues au début. Donc, avec des outils comme Calas, vous allez pouvoir contrôler le fichier et corriger les erreurs éventuelles. Troisième étape, qui était préparer le fichier de production. Alors, cette étape-là, l'idée, c'est de pouvoir ajouter du fond perdu, des œillets, des tracés de découpe, préparer un roll-up. Tout ça, c'est des étapes qui sont généralement assez chronophages et qui vont être nécessaires de faire pour justement préparer le fichier. Alors, une première chose qui peut être faite, c'est par exemple, quand on a un fichier qui contient un tracé de découpe qui n'est pas correct. Donc là, dans ce cas précis, on a sur ce fichier-là un fichier, un tracé de découpe. Donc, si je le montre, voilà, qui s'appelle découpe.
d'accord, qui est en arrière-plan, qui n'est même pas complet, qui est en arrière-plan, donc il n'y a qu'une partie qui est visible, euh, qui est en découpe au lieu de s'appeler que de contour, qui est en rouge au lieu d'être en magenta. Et donc on a ici un plan de traitement qui lui va préparer le fichier et donc corriger les erreurs éventuelles sur le tracé de découpe. Donc quand je lance ce correctif-là, il va détecter qu'il y a un tracé de découpe, il va le passer en surimpression, l'appeler queue de contour et le mettre au premier plan en surimpression. Donc ça permet de corriger des fichiers existants. Si je n'avais pas de tracé de découpe, donc je vais reprendre par exemple mon fichier avec ma moto là. Donc là-dessus, j'ai aussi la possibilité d'ajouter un tracé de découpe sur la zone de rognage. On en a parlé tout à l'heure, la zone de rognage, ici la zone verte, je vais pouvoir ajouter un tracé de découpe. Donc j'ai tout un tas de paramétrages possibles. Je peux mettre un décalage pour le mettre un petit peu à l'intérieur. Donc si je lui dis 2 mm, moins 2 mm, il va mettre 2 mm à l'intérieur. Je peux nommer le tracé de découpe d'une certaine façon et définir sa couleur. Donc il va générer un tracé vectoriel en queue de contour à l'endroit que j'ai décidé. Je l'ai mis avec un décalage pour que vous puissiez le voir. Et donc, vous voyez ici, voilà, il a ajouté le tracé de découpe à 2 mm de la zone de rognage. Okay, donc, ça permet d'ajouter des éléments manquants donc pour la partie découpe. On a aussi, pour des cas comme ça, la possibilité, par exemple, sur un fichier comme ça, d'ajouter du fond perdu. Hein. Le client m'a fourni le fichier, ne m'a pas fourni le fond perdu. Ben, je vais pouvoir générer du fond perdu. Alors, il y a différentes méthodes. Donc, ça peut être du miroir, ça peut être une répétition du dernier pixel, ça peut être une mise à l'échelle. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous allez définir la taille de fond perdu que vous souhaitez, hein, 2 cm, 2 mm, à vous de décider. Et puis derrière, il va ajouter le fond perdu nécessaire. Alors, si je prends donc ça, on a vu la partie fond perdu. Ensuite, on a aussi des outils dans Calas qui vont permettre, alors imaginons qu'on ait un fichier comme ça et qu'on ait besoin d'ajouter un tracé de découpe autour des objets avec du fond perdu. Donc ça, c'est des possibilités on peut préparer le fichier. Donc il va détecter tous les objets vectoriels du fichier et les textes et il va générer le tracé de découpe et ensuite ajouter du fond perdu sur les éléments. Donc on va pouvoir régler la taille du fond perdu, on va mettre 1 mm, on peut définir la couleur et le nom du tracé de découpe, on peut aussi mettre un décalage si on souhaite. Et donc il va préparer le fichier pour l'impression. Là l'idée c'est de faire de la découpe de stickers par exemple. Et donc très rapidement, il va générer le tracé de découpe plus le fond perdu sur ce fichier-là. Voilà. D'accord. Donc là, c'est une répétition par dernier pixel. Hein. Il va répéter le dernier pixel. C'est un peu trop zoomé. Hop. Voilà. Et donc, il va ajouter le fond perdu nécessaire. Voilà un exemple. En préparation de fichiers, on peut aussi avoir bon, tout ce qui est bash. On a vu tout à l'heure donc un fichier comme ça. Dans l'idée, première étape, c'est de le mettre au format. Donc, je vais juste refaire cette étape-là. Je le mets en 4 par 3 sur le bureau. Et il doit être déjà ouvert. Ouais, il est déjà ouvert là, c'est normal. Hop. Donc, je vais le remettre en 4 par 3 sur le bureau. Hop. Voilà. Donc, maintenant, il est en 4 par 3. Deuxième étape, ajouter du fond perdu. Bon, ça pourrait être dans ce cas-là, là c'est du blanc, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et troisième étape, ajouter des œillets.
Et donc là, je vais pouvoir ajouter des œillets d'un certain diamètre avec un certain espacement, positionnement au bas, droite, gauche, couleur, etc. Tout ça, c'est des variables qu'on peut ajouter assez simplement. Et donc, je lance le correctif et lui va m'ajouter toutes les marques d'œillets nécessaires sur le fichier. Voilà, on voit, il est fait au fur et à mesure. Un petit peu long sur du 4x3. Et on voit les marques d'œillets qui s'ajoutent, hein, donc aux quatre coins, plus il va diviser en fait la largeur du fichier et répartir les œillets aux endroits indiqués. Voilà. Hop, dernier. Et voilà. Donc là, le fichier est préparé. D'accord. On pourrait aussi ajouter le tracé de découpe, faire tout un tas de traitements divers et variés sur le fichier. Ce qui est intéressant aussi avec les outils de Calas et cette notion de plan de traitement, c'est que vous pouvez très bien créer vos propres plans de traitement. C'est-à-dire qu'en gros, dans Calas, même en version desktop, qui est la version monopost, on peut déjà commencer à faire des petits scripts, c'est-à-dire que je peux très bien créer un script bash. Ce script bash, je vais lui dire, premier traitement, c'est le contrôle d'homothétie et la mise au format. Deuxième traitement, ça va être le fond perdu, par exemple. Je veux ajouter du fond perdu. Et troisième traitement, ça va être justement les œillets. Et donc, quand j'enregistre ce plan de traitement-là, il va me faire les 3 traitements successifs. Hein, donc, en gros, je peux créer un sorte de petit script qui va me générer le fichier de production tel que je le souhaite pour les différents types de produits. Hein, ça peut être pour de la bâche, pour du roll-up, pour n'importe quel traitement. Dernier traitement qu'on n'a pas vu, c'est le roll-up, effectivement. Le roll-up et puis, par extension, tout ce qui va être, autre type de traitement. On verra après, la superposition, pardon, de gabarits pour les beach flags, par exemple. Donc ici, on a, premier problème sur ce fichier-là, c'était la surimpression des tons directs. Donc on va corriger déjà ça pour avoir un résultat correct. Donc on supprime la surimpression des tons directs pour ce fichier-là, pour retrouver le fichier tel qu'il doit être. Ensuite, on va utiliser le hop, préparation roll-up, je le cherchais. Donc le plan de traitement de préparation roll-up. Ce plan de traitement-là est composé de différents traitements. Le premier, c'est l'ajout du blanc en bas avec un débord. Donc on va définir un débord, par exemple, pour l'amorce qui va commencer par 5 cm de débord en bas, plus 15 cm de blanc. Sur les côtés, on va avoir du débord droite-gauche pour le fond perdu, et puis un débord plus important, un fond perdu plus important en haut pour la barre de soutien qui va être positionnée en haut. Et donc quand je lance ce correctif, donc évidemment les traitements sont variables, on peut définir d'autres valeurs. Donc il va faire tous ces traitements-là, les uns à la suite des autres, générer le fond perdu en bas, en haut, à droite, à gauche, etc. Et ajouter un tracé de découpe, je crois, à la fin. Ce qui va permettre de préparer le fichier rollup directement. Voilà, donc là, il a ajouté du débord en bas. Et après, il va ajouter du blanc, s'il veut bien. Allez.
qu'il me fait? Bon. Deuxième effet qui se coule. Allez. Je regarde s'il y a des questions. Hop, non, ça va. Donc voilà, donc il a ajouté le blanc, il a ajouté le cut contour. Donc le fichier est prêt pour du roll-up. Voilà. Et de la même façon, donc on en a, j'en ai parlé un petit peu juste avant. Dernier exemple de fichier, de préparation de fichier pour l'impression. Ici, donc j'ai un document qui est à destination d'un beach flag. L'idée, c'est de pouvoir superposer un gabarit, donc ajouter par-dessus un gabarit préparé évidemment au préalable. Donc un gabarit qui va être ici un gabarit de beach flag. Donc j'ai deux gabarits ici. Si on regarde sur le côté, hop, voilà. Donc j'ai mon gabarit BAT qui est là et mon gabarit ici, hop, voilà, qui est mon gabarit de print. Donc j'ai mes deux gabarits qui sont ici et qui vont me permettre de superposer par-dessus le fichier. Donc quand je sélectionne mon gabarit BAT, il va positionner le fichier par-dessus. Donc c'est un PDF qui va être positionné par-dessus et ça me permet de, par exemple, montrer dans mon BAT qu'on va voir juste après comment le fichier va rendre sur le BAT. D'accord. Donc voilà, donc on peut positionner des gabarits sous la forme d'un PDF qu'on va placer par-dessus un autre PDF. Voilà, donc ça c'est la préparation des fichiers. Donc comme vous l'avez vu, je ne vous ai pas montré tous les outils non plus disponibles. Il y en a énormément évidemment d'autres. Et donc dans cette bibliothèque justement Calas LFP, on a répertorié un certain nombre d'outils pour préparer le fichier de production tout en restant en PDF et sans utiliser Illustrator pour faire ça. Dernier point, c'est la génération du BAT. Donc la génération du BAT, l'idée c'est de pouvoir avoir premièrement les informations de la commande et deuxièmement le visuel tel qu'il sera imprimé. Donc on va retrouver ici par exemple le roll-up avec la, qu'est-ce qu'il fait? Décidément, voilà, le roll-up, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, ça peut être évidemment le BAT avec enfin, la bâche avec les œillets, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de représenter et de montrer aux clients. Et donc pour ça, il y a un outil de BAT. Alors l'outil de BAT a plusieurs points. Premièrement, ce que va faire le fichier, ce plan de traitement, c'est qu'il va convertir le fichier en image. Alors il y a deux intérêts à ça. Le premier intérêt, c'est de protéger un petit peu le fichier de production que vous avez créé. C'est une image, le client ne pourra pas prendre le fichier et l'utiliser pour autre chose. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui est le plus important aussi dans la conversion en image, c'est qu'on va fixer la surimpression. C'est-à-dire que quand on crée une image, on va faire en sorte que quel que soit le logiciel avec lequel visualise le client, avec lequel il va visualiser son BAT, quel que soit ce logiciel-là, même si c'est un logiciel qui n'affiche pas la surimpression, comme on a vu tout à l'heure avec Acrobat, si les réglages sont pas bons, on va pouvoir, le fait que ça soit en image, l'afficher correctement. C'est-à-dire qu'on va montrer au client ce qu'il aura en impression et non pas ce que le logiciel interprète par rapport à la surimpression notamment. Donc c'est très important et ça permet d'éviter de nombreuses erreurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, le fameux visuel de porte qui était visible d'un côté ou pas selon les réglages, là quand on va le passer en BAT, le visuel sera exactement tel que il sera imprimé. Ensuite, donc ça c'est le premier point, c'est la conversion en image. Ensuite, il va placer le visuel sur un template. Donc c'est un template PDF tout simplement A4, paysage ou portrait, que vous pouvez personnaliser en plus. Et puis il va placer différents textes qui vont vous permettre de mettre le nom de la société, le numéro de commande, tout un tas d'informations que vous pouvez noter.
D'accord. Vous pouvez mettre les produits, les matières, les finitions, vous avez un certain nombre de lignes à votre disposition. Certaines lignes sont déjà pré-remplies, comme par exemple le nom du fichier, la date, les dimensions du document, bon, la quantité à 1 par défaut. Voilà. On peut déjà pré-remplir un certain nombre de choses avec ce qu'on a comme information. Et puis derrière, on va générer un PDF A4 dans lequel il va y avoir le visuel, donc qui est croppé sur la zone de rognage, donc ce qui est le format fini. On va avoir les informations de la commande et le visuel tel qu'il sera imprimé. Et donc là, on voit notamment les marques d'œillet qui sont visibles. Effectivement, les marques d'œillet, c'est des choses qu'on fait généralement et qu'on met à la fin d'impression dans le RIP, par exemple. Mais là, l'intérêt de le faire en amont, c'est de pouvoir le montrer au client. C'est pareil pour toutes les finitions. Alors, on peut aussi symboliser d'autres finitions sur le BAT. On peut mettre des lignes pointillées, on peut mettre des zones de sécurité, et ça va permettre de montrer au client le fichier tel qu'il sera affiché. Donc, si on prend par exemple tout à l'heure le fichier Subway, euh, bah, on va pouvoir, pareil, de la même façon, en faire un BAT. Il m'indique les différentes informations. Hop, je l'appelle BAT. Voilà. Et donc, il me montre à l'écran ou dans un fichier PDF, il me montre le fichier tel qu'il sera imprimé, le produit fini. Là, c'est un gabarit spécifique qui a été ajouté pour le BAT. Le gabarit print, évidemment, la ganse n'est pas affichée. Voilà, donc ça, c'est la génération du fichier BAT. Évidemment, ce PDF de fond avec le logo Calas, etc. Tout ça, vous pouvez évidemment le personnaliser. Ce qu'il faut conserver, c'est uniquement l'emplacement pour le visuel et l'emplacement pour le texte ici. Donc voilà. Donc avec tout ça, donc c'est une sorte de grosse bibliothèque dans laquelle vous avez tout un tas d'outils pour faire des traitements sur les fichiers. Voilà, donc on a vu les différentes étapes. Donc pour résumer, donc contrôler le fichier du client, corriger les erreurs, préparer le fichier de production et générer le BAT. Tout ça en utilisant directement le PDF sans ouvrir, pour la plupart des cas, le fichier dans Illustrator. L'idée, c'est d'éviter au maximum d'ouvrir le fichier dans Illustrator et donc de pouvoir traiter le PDF sans problématique. Merci de votre attention. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire. On va passer un petit moment questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je peux aussi, si certains le souhaitent, plutôt poser des questions à l'oral. N'hésitez pas, je peux vous permettre d'allumer de réactiver vos micros. De rien, Michel. J'espère que vous avez appris des choses. Ah, Emmanuel voulait... Hop. Non. Non, non, rien de particulier, merci. Bon, pas de souci. Alors, je vois nettement supérieur à Pitstop. Oui et non, ça dépend de ce que vous voulez faire. En fait, Pitstop et Calas, il y a des choses communes, donc la partie notamment pré-flight. Sur la partie grand format, clairement, Calas va beaucoup plus loin. Par contre, ce qu'il n'y a pas dans Calas et qu'il y a dans Pitstop, c'est toute la partie édition des fichiers, c'est-à-dire la possibilité de prendre un élément dans un fichier, de le déplacer, de changer la couleur, de changer du texte. Tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire dans Calas, que vous pouvez faire dans Pitstop. L'idéal, c'est d'avoir les deux, clairement. Mais ça dépend un peu de ce que demandent vos clients. Ça dépend si vous avez besoin de préparer un fichier de production ou si les clients vous demandent des corrections. Si les clients vous demandent des corrections, Pitstop est intéressant pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble que non.
Oui, Et ouais. Donc la version LFP, c'est une version spéciale de PDF Toolbox. exactement. En fait, on a Calas tout seul est un outil, une sorte de grosse boîte à outils orientée pré-presse traditionnelle. Et en fait, nous, depuis 10 ans qu'on commercialise ces outils-là, on a développé une bibliothèque spécifique additionnelle à Calas qui ajoute ces fonctionnalités-là spécifiques au grand format, hein. Et donc, on a utilisé l'environnement Calas, les outils Calas à notre disposition pour avoir un outil propre au grand format. D'accord. Pixel Tech. Exactement, c'est Ok, un pur produit merci. Pixeltech. Euh, oui, il y a une version de démo de Calas. Après, pour la partie bibliothèque, bon, c'est à voir. On peut pas brider la bibliothèque. Donc voilà, c'est à discuter avec l'équipe commerciale chez nous. Mais il y a une version d'essai de Calas, qui est la version classique possible. N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de plus d'informations. Je vais mettre hop, le mail générique, on va dire, de Pixeltech. Si vous avez besoin d'informations sur Calas, sur Calas LFP, sur nos outils d'automatisation de tâches ou autres, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Oui, c'est un logiciel disponible sur PC et sur Mac. C'est exactement la même version, hein. Là, je suis sur PC, mais sur Mac, c'est exactement la même version, les mêmes fonctionnalités. Et c'est un logiciel qui est à la fois autonome, c'est-à-dire que il a sa propre interface, mais vous pouvez aussi le retrouver en plugin d'Acrobat. Donc, si vous travaillez déjà avec Acrobat, vous avez l'habitude de travailler avec Acrobat Pro, ben, vous allez le retrouver en tant que module complémentaire d'Acrobat. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que si par exemple vous avez Pitstop, comme c'est mon cas, bah, dans le même produit, j'ai accès à Calas. Hop, il faut que je ferme mon Calas quand même. Et donc vous avez accès à Calas à l'intérieur d'Acrobat directement. Compatible M1, c'est une bonne question. Il faut que je vérifie. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Je vais vérifier, je vous dirai. Je note votre question et puis je vous dirai ça. Mais il me semble que oui. J'avais vu ça récemment. Alors, bonjour, merci pour la démo. Avez-vous un autre logiciel pour de l'imposition automatique plus orienté PLV? Oui. Pour la partie imposition, alors, on ne l'a pas vu dans Calas. Il faut savoir que Calas a aussi quelques petites fonctionnalités d'imposition qui sont des choses très classiques, très simples. Si on prend par exemple, hop, un fichier comme ça, tout simple, on a dans Calas de la répétition de pause. Donc ça reste des choses très, très classiques. Répétition de pause, donc soit dynamique en lui indiquant un format et lui va ajouter, hop, je vais laisser les traits de coupe, ce sera plus parlant, il va faire de l'imposition. Donc ça c'est de l'imposition, même format pour de la répétition de pause. Ou bien pour du N-up. Donc le N-up, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir la même girafe à chaque fois, on a une girafe différente ou un visuel différent, mais de même format, hein. Donc dans Calas, c'est uniquement de l'imposition de fichiers de même format. Pour de l'amalgame de formats complexes et de formes imbriquées, etc., effectivement, on a un outil qui fonctionne très bien, qui s'appelle Prime Center de Caldera. Caldera Prime Center, et qui permet justement de faire de l'imposition pour de la PLV, pour de la bâche, pour du stickers. Ça peut être sur des planches, ça peut être sur du roll, ça peut être feuille à feuille et donc roll. Voilà. Donc c'est un logiciel qui est très intéressant. Il s'appelle Caldera Prime Center.
On peut vous faire une démo du produit, assez intéressant à voir. Il n'est pas très vieux hein, comme logiciel, c'est un logiciel qui a moins d'un an, mais qui est très très intéressant, qui peut être aussi bien utilisé manuellement que de façon automatique. Peut-on convertir une couleur en teinte nommée? Oui, si c'est une couleur systématique, c'est-à-dire que si on peut lui dire, et c'est le cas notamment dans la correction de tracé de découpe, on a un outil qui permet de dire bah, tout ce qui est tracé vectoriel magenta 100 en contour, on va le transformer en ton direct que de contour. D'accord. Par contre, ce qu'on ne peut pas, c'est de choisir un objet et dire la couleur de cet objet-là, on va la transformer en ton direct. Mais oui, on peut faire un correctif. C'est basé sur une fonction qui s'appelle mapper des couleurs, hein, où on lui indique en fait tout simplement une valeur. On lui dit, bah, par exemple, le 100% de cyan, on va le transformer en 100% de cyan, mais en tant que couleur spot qu'on va appeler cyan, par exemple. Hein, ou spot cyan, ce qu'on veut. Et on peut appliquer on peut filtrer en fait cette correction uniquement sur certains objets. On peut lui dire uniquement sur les vecteurs ou que sur les images. Donc voilà. Donc là, par exemple, il va prendre tout ce qui est 100% de cyan, le transformer en spot cyan que sur les vecteurs et les textes. Est-ce que ça répond à votre question, Sandra? Okay. Bon, souvent, on fait ça sur les problèmes de tracé de découpe, hein, très souvent. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. De toute façon, donc n'hésitez pas à nous contacter donc sur info@pixeltech.fr. Vous avez dû recevoir en plus l'invitation pour ceux qui ont reçu l'invitation par mail. Vous avez dessus les coordonnées de nos équipes. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a aussi sur notre site une rubrique contact sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter par tous ces biais si vous avez des questions là-dessus. Merci beaucoup à tous pour votre attention et puis bonne journée tout le monde. Au revoir. Hop.